Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis comme chaque semaine heureux de vous retrouver. Alors pour cette semaine, c'est déjà le 51e épisode du podcast À côté de mes pompes. Cette semaine, après avoir laissé donc les manettes à Greg Delpouille, mon invité, pour un épisode inversé la semaine dernière, je reprends ma place derrière le micro pour évoquer un sujet d'actualité, puisque depuis lundi 21 juin, nous sommes l'été. Alors, j'apprécie cette période de l'année pour diverses raisons. Je vous en ai déjà parlé, c'est que les journées déjà sont beaucoup plus longues, ce qui nous permet de faire quand même plus de choses, et j'ai surtout tout loisir d'effectuer mes séances de façon matinale. Alors par contre, je ne suis absolument pas attiré par la chaleur que j'ai plutôt tendance à fuir. Et lors du tout premier épisode du podcast, j'avais évoqué quelques conseils pour bien aborder cette période. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai fait appel à un spécialiste en la matière. J'ai eu le plaisir d'échanger avec un invité que vous connaissez déjà. Il est déjà passé sur le podcast pour son expertise sur la nutrition. C'est Fabrice Kuhn. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté le premier passage de Fabrice, je vous renvoie à l'épisode numéro 35. Alors Fabrice est triathlète, il affectionne les Ironman, il apprécie la chaleur et il est surtout médecin du sport. Donc dans cet épisode, nous allons aborder cette période estivale, mais aussi par quels moyens on peut supporter et intégrer la chaleur dans nos entraînements. Il nous donne des précieux conseils sur l'hydratation en allant même bousculer certaines croyances. Bref, encore un épisode riche, donc un grand merci Fabrice pour ta disponibilité. Pour moi, je vous souhaite une bonne écoute, mais avant cela, je vous invite à liker, à partager, à diffuser le podcast autour de vous parce que c'est un bon moyen pour le faire connaître. Donc si vous avez des amis qui pratiquent la course à pied avec vous, n'hésitez pas à leur glisser 2 mots sur le podcast À côté de mes pompes, à peut-être installer directement sur leur téléphone les applications pour qu'ils puissent prendre connaissance de ces 50 premiers épisodes. Et puis, si vous le souhaitez, rejoignez-moi sur les réseaux, Facebook, Instagram. Et puis, le petit bonus, c'est si vous êtes équipé d'un appareil type Apple, donc iPhone, tablette ou autre, laissez une petite évaluation, 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça me fera énormément plaisir. Voilà, bon, j'en ai terminé. Place à cet épisode sur l'été, la chaleur et l'hydratation avec mon invité Fabrice Kuhn aujourd'hui. Bonne écoute à vous. Bonjour Fabrice, merci d'être de retour sur le podcast puisque ce sera notre 2e épisode ensemble. Alors on va parler aujourd'hui, en ce 21 juin, jour de l'été, de la chaleur, mais aussi de l'hydratation et comment le corps peut s'adapter. Alors comment vas-tu Fabrice aujourd'hui ? Bonjour Sébastien, ça va bien. Aujourd'hui il fait un petit peu moins beau, mais j'ai déjà commencé à m'entraîner pour la chaleur. Tu vois, comme les premières chaleurs sont arrivées, j'en ai déjà profité. Alors, je vais te laisser en quelques mots te présenter pour les personnes qui n'auraient pas écouté le premier épisode ensemble, et puis on va basculer sur le sujet du jour avec cette période estivale qui s'approche et qui se présente à nous aujourd'hui. Donc, voir comment on peut optimiser son entraînement et contrer un peu les effets de cette chaleur. Alors, Fabrice Kuhn, je suis médecin généraliste et médecin du sport. Je suis particulièrement intéressé à la nutrition pour l'endurance. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit plusieurs livres dessus. Je suis triathlète, trailer, surtout triathlète, et j'aime bien faire des compétitions quand il fait chaud, ce qui m'a amené à m'intéresser à la chaleur et ce qui d'ailleurs fait partie aussi de ce que je décris dans mon livre qui est Paléophyte, qui est une méthode d'entraînement, où finalement nos ancêtres chasseurs-cueilleurs viennent quand même de régions où il faisait chaud, et donc on a, nous, humains, des capacités d'adaptation à la chaleur qui sont importantes, peut-être même plus que certains animaux. Malheureusement, on les exploite pas. Maintenant, on essaie de se cacher souvent à la clim. Et donc, ce domaine de la chaleur m'a particulièrement intéressé. Et donc, je l'ai utilisé pour moi et je l'exploite pour moi. Et puis, j'aime bien le retransmettre. Alors effectivement, le côté chaleur est pas quelque chose que j'apprécie quand je pratique le sport. Et pour t'avoir contacté pour enregistrer cet épisode, ça faisait suite à une séance que j'ai pu faire il y a quelques jours où, au bout de 20 minutes, avec cette chaleur qui était présente, j'ai complètement explosé. Est-ce que c'est normal, selon toi, que cette séance n'ait pas pu se mener pour moi comme elle aurait dû se passer ? Et puis, moi, je suis quand même plutôt adepte, avec cette période estivale, des entraînements très matinaux. Est-ce que c'est la bonne stratégie ou pas ?
Alors, bien sûr que c'est normal que tu aies eu des difficultés dans cet entraînement sous la chaleur. En fait, la chaleur nous perturbe. Et deuxième chose, c'est que en plus, tu l'as fait après une période où il faisait un petit peu moins chaud, donc tu n'as pas le temps de t'acclimater à la chaleur. Mais en fait, notre organisme supporte mal la chaleur. Il est capable de s'y adapter, mais sans adaptation, sans acclimatation, c'est compliqué. En fait, ça va vraiment baisser nos performances. D'ailleurs, comme tu peux le voir, les meilleurs temps en marathon ne sont pas faits quand ils font 25 degrés, ils sont plutôt faits quand il fait 12, 13 degrés, c'est là où on est plus performant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que naturellement, notre organisme produit de la chaleur quand tu t'entraînes. Quand tu fais un effort, quel qu'il soit, tu vas produire de la chaleur. En fait, l'énergie que tu vas dépenser pour fabriquer de l'ATP, pour avancer, pour mobiliser tes muscles, tu vas récupérer seulement 25% de cette énergie pour le déplacement et tu as 75% qui sont perdus. Et quand ils sont perdus sous forme de chaleur. Donc, c'est pour ça que tu transpires même quand il fait chaud, même quand il fait froid l'hiver, tu vas quand même transpirer. Et l'hiver, l'été, quand il fait chaud, ça se cumule avec la température extérieure. Et donc, ce qui fait que ta température, elle augmente beaucoup. Notre organisme n'est pas fait pour fonctionner quand il est trop chaud. Lui, l'organisme, pas la température extérieure. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir une déshydratation. Donc, ton volume sanguin diminue. Si ton volume sanguin diminue, tu as moins de performance cardiaque, donc tu es moins capable d'exploiter ton cœur. Donc, tu vas avoir ta fréquence cardiaque qui augmente. Donc, pour même intensité à 15 degrés, à 30 degrés, tu auras plus une fréquence cardiaque qui sera plus élevée. Donc, l'effort est plus difficile. D'accord ? Ensuite, tu as la sensation de soif qui apparaît et qui, elle, rend l'effort plus pénible. On en avait parlé, il me semble, la dernière fois, c'est l'échelle de RPE, l'échelle de perception de l'effort, qui augmente quand tu as soif. Deuxième chose, c'est que ça va perturber aussi ton métabolisme. On sait que quand il fait chaud, quand tu es déshydraté, ton organisme va consommer pour la même intensité d'effort plus de glycogène, de glucides, et moins de lipides. D'accord ? Donc, tu es moins économe, finalement. On avait parlé aussi de cette économie sur la nutrition. Donc, tout ça, ça fait que tes performances elles sont diminuées. Et c'est pour ça que tu n'as pas réussi. Alors, effectivement, il est pertinent d'y aller le matin, quand il fait moins chaud, parce que pour toi, la perception de l'effort sera plus facile. J'ai l'impression, voilà, d'être beaucoup plus à l'aise quand le soleil vient de se lever et que le soleil ne tape pas encore très fortement. Dès qu'il pointe un peu le bout de son nez, j'ai l'impression d'être plus en difficulté et de ne pas réussir, ce que tu as dit, hein, à mettre en place les séances telles que je devrais les faire. Le problème, c'est que du coup, comme il fait chaud à l'extérieur, la chaleur que tu produis par ton organisme, plus la chaleur qui vient de l'extérieur se cumule et donc il va falloir que tu en élimines plus, c'est beaucoup plus compliqué et tu vas pas pouvoir aller aussi intense. Par contre, s'entraîner le matin, c'est bien si tu as quelque chose à faire, mais sache que si tu t'acclimates à la chaleur, tu vas pouvoir t'entraîner l'après-midi, même quand il fait chaud, en y allant progressivement. Moi, c'est quelque chose que j'exploite. En fait, finalement, tu devrais voir la chose à l'inverse. Tu devrais pas voir ton entraînement quand il fait chaud comme un boulet, comme un problème, mais plutôt comme une opportunité, et une opportunité de devenir meilleur. En fait, il y a des études qui ont montré que s'entraîner quand il fait chaud permet d'améliorer tes performances quand il fait chaud, ce qui est logique, mais aussi quand il fait une température ambiante. En fait, il y a des adaptations croisées qui vont se produire entre les deux, et ce qui va te rendre meilleur. Quand tu t'entraînes naturellement, peu importe qu'il fasse chaud ou pas, ton organisme il va monter en température. D'accord ? Et tu apprends à ton organisme à mieux tolérer la chaleur. D'ailleurs, un sportif régulier comme toi, comme moi, normalement, est mieux adapté à la chaleur qu'un sédentaire parce qu'il est habitué à produire de la chaleur en excès régulièrement. À combien tu estimes l'augmentation de chaleur quand on pratique le sport, l'élévation de la température du corps, ça se joue à combien de degrés ? On peut gagner 1 ou 2 degrés. Hein. Après une grosse séance, on peut gagner 1 ou 2 degrés. Donc voilà. Et par contre, à l'inverse, quand tu te déshydrates un peu, ta température augmente un peu parce que tu perds tes facultés d'élimination de la chaleur. En fait, nos facultés d'élimination de la chaleur, c'est la transpiration. D'accord ? Et ce qui marche, c'est pas de transpirer, c'est que ta transpiration s'évapore. Donc, si tu t'essuies le front, tu perds un peu de tes capacités
d'élimination de la chaleur parce que ta chaleur ne s'est pas évaporée. La transpiration ne s'est pas évaporée. Et c'est là toute la différence avec les animaux que nous, on a. C'est que finalement, quand tu regardes, il y a peu d'animaux qui transpirent autant que nous. Parce qu'eux, ils ont des poils, c'est pas aussi facile de transpirer que nous. Et donc, nous, c'est une de nos capacités. C'est notre transpiration. D'ailleurs, quand tu t'acclimates à la chaleur, tu transpires plus tôt, et une transpiration qui est plus diluée. Tu perds moins de minéraux dans ta transpiration. Donc ça, c'est des adaptations que tu peux favoriser à condition d'aller les chercher. Alors, comment on peut faire, Fabrice, pour aller les chercher, ces adaptations? Est-ce qu'on commence par un footing tranquillement sur la pause de midi? Personnellement, moi, ça me fait plutôt fuir quand je vois le cagnard qui s'amène et qui me laisse plutôt l'envie de rester à la maison. J'ai pas forcément envie de mettre les chaussures avec une température qui frôle les 30 degrés, par exemple. Alors, déjà, il faut y aller avec prudence, parce que la chaleur, c'est pas anodin non plus. Si tu pars du grand froid et que tu vas t'entraîner en grande chaleur, tu risques de mal le supporter. Donc déjà, il va falloir le faire avec prudence. Ensuite, finalement, c'est comme l'entraînement. Il faut y aller progressivement. Quand tu débutes l'entraînement, tu vas pas aller courir 1 heure tout de suite parce que tu as tout risque de te blesser. Là, c'est la même chose. Tu vas pas aller faire 1 heure tout de suite en pleine chaleur si tu viens du froid. Alors souvent, heureusement, on a le printemps avant, on peut commencer à y aller progressivement. Mais donc la première chose, c'est d'y aller progressivement. Tu vas faire une première séance, une demi-heure, tranquille, puisque je t'ai dit que finalement ta fréquence cardiaque sera plus élevée que en temps normal pour la même intensité d'effort. Donc faut pas s'inquiéter pour ça. Tu vas dire, oh là là, d'habitude à cette fréquence cardiaque, je vais plus vite. Te perturbe pas, cale-toi sur ta fréquence cardiaque, et finalement ça va se faire. Ensuite, on s'est rendu compte que finalement la meilleure stratégie d'acclimatation à la chaleur, c'est de courir quasiment régulièrement, presque tous les jours. Bon, alors si tu le fais pas tous les jours, ne va pas courir tous les jours, mais si tu le fais habituellement, voilà, tu gardes ta fréquence, tu commences plus progressivement, un peu plus doucement, et au fur et à mesure, tu augmentes l'intensité et la durée de tes séances. On considère qu'il faut à peu près 1 semaine pour s'acclimater, dont à peu près 7 séances, tu commences à avoir des effets intéressants. 14 jours, là, tu es quasiment totalement acclimaté à la chaleur. L'idéal, c'est de contrôler ça avec ta fréquence cardiaque pour ne pas être perturbé par tes sensations. L'idéal, c'est aussi finalement commencer avec de l'endurance. Et puis, si tu es habitué à faire du 10 km avec des intensités un peu plus élevées, il va falloir finalement que tu te rapproches de tes intensités d'effort habituelles. Donc, il va falloir que tu mettes du fractionné. Et voilà. Après, si tu veux vraiment avoir une séance de qualité, peut-être que tu peux la faire quand il fait un peu plus frais et puis réserver les séances d'intensité modérée quand il fait un peu plus chaud, histoire d'avoir le temps de t'acclimater. Et est-ce qu'on est tous finalement égaux par rapport à cette chaleur? Il y a des gens qui disent, moi, je supporte bien la chaleur et si je prends mon cas, je vais plutôt rester au frais quand les températures montent. Alors, est-ce qu'on est, en tant qu'être humain, tous placés à la même enseigne? Non, on ne l'est pas, mais on a tous des capacités d'adaptation. Alors, le problème, c'est que, est-ce que toi, en allant t'entraîner le matin, parce que tu fuis la chaleur, est-ce que tu bloques pas tes capacités d'adaptation à la chaleur, justement? Mais par contre, on n'a pas tous les mêmes capacités d'adaptation. C'est-à-dire que certains vont s'acclimater mieux à la chaleur, d'autres un peu moins bien. Mais on a tous une certaine faculté d'adaptation à la chaleur. Et comme l'entraînement, d'ailleurs, on a tous une réponse à l'entraînement qui est différente, mais on a tous une capacité de s'améliorer. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut exploiter. Après, ce que je trouve difficile, toi, Fabrice, en ce moment, c'est l'alternance de gros pics de chaleur. Ça va durer 3, 4, 5 jours. Et aujourd'hui, par rapport au week-end dernier, on est à 10 degrés de moins. Est-ce que ça perturbe un petit peu l'organisme dans la façon de s'entraîner et dans la gestion finalement de cette adaptation? Alors oui, ça perturbe parce que finalement, tu n'as pas le stimulus de la chaleur aussi régulièrement que tu aimerais l'avoir, mais pas tant que ça, parce que finalement, l'acclimatation, je te l'ai dit, elle est assez rapide. Finalement, c'est 7 à 14 jours, donc c'est assez rapide. Et contrairement à l'entraînement, c'est quelque chose qui se perd moins vite. Apparemment, selon nos études, on perd moins vite notre acclimatation à la chaleur qu'on ne la gagne. D'accord? Donc, l'entraînement, en général, tu mets beaucoup de temps à le gagner et tu le perds très vite. Et là, l'acclimatation à la chaleur, c'est l'inverse. Donc, finalement, pas tant que ça. Tu peux quand même t'acclimater à la chaleur. Par contre, il faut que tu prennes ces opportunités que tu peux avoir
d'y aller. Donc, en y allant progressivement, donc comme à l'entraînement, c'est un bon moyen pour dire au corps, bon, voilà, la chaleur est présente, mais on peut quand même courir. Moi, si j'y vais le matin, il y a aussi un côté pratique, c'est-à-dire que j'ai ensuite toute la journée pour récupérer et j'ai l'impression que c'est quand même plus facile pour l'entraînement. Mais effectivement, je vais un peu contrecarrer les plans de la chaleur parce que je ne l'affronte jamais. Donc, c'est un peu une fuite en quelque sorte. Oui, oui, oui. Oui, c'est une fuite. Alors, tu n'es pas obligé de faire toutes les séances à la chaleur, mais je pense qu'il faut que tu essayes de l'exploiter et de prendre ça comme une chance, de dire, ah tiens, aujourd'hui, je sais que je serai moins bon, mais je vais aller m'entraîner à la chaleur. Et ça sera profitable pour plus tard. Je pense que si tu changes ta façon de voir les choses, tu vas en profiter. Mais effectivement, si tu as un vrai sens d'intensité, de qualité, peut-être tu l'as fait à un moment où tu as plus… toi, il va falloir que tu périodises. Tu dis, bon, là, j'ai pas besoin d'aller très vite. Je veux m'acclimater à la chaleur, je veux m'acclimater, je fais de l'endurance. J'en profite. Là, je sais que j'ai une grosse séance de qualité. Je vais la faire peut-être un peu plus tôt, à un moment où je serai mieux, où je serai plus à l'aise. À mon avis, c'est la façon de faire. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. Tu vois, l'été, j'en profite. Alors, il m'arrive même l'été de faire rigoler les amis parce que je m'entraînais avec une polaire quand je veux préparer des gros objectifs. Ça m'est arrivé d'aller courir, il faisait 30 degrés avec la polaire et le pantalon. D'ailleurs, tu sais, pour les Jeux Olympiques d'été, je crois que c'était pour Rio, on a fabriqué des chambres d'entraînement à la chaleur. Il faut se rapprocher le plus possible des conditions climatiques de là où tu vas faire ta compétition. Et donc, il y a des thermo-training rooms où il y en a une à l'INSEP, il y en a d'autres un peu partout en France où tu t'entraînes. Dedans, il y a un tapis de course, il y a un vélo, ou il y a ce que tu veux, et tu t'entraînes à 42 degrés. Effectivement, un de mes futurs invités, Ludovic Chorgnon, qui donc prépare un Ironman dans la vallée de la mort, donc aux États-Unis, a réalisé un Ironman. Alors la partie vélo sur home trainer et la course à pied sur tapis dans un sauna pour se préparer justement et s'adapter. Donc là, on est vraiment dans un processus d'acclimatation en mettant en place ces conditions-là. Exactement. C'est exactement ça. Et chacun trouve des solutions. Un tel dans un sauna s'il a accès, un tel dans sa salle de bain avec un radiateur et la baignoire pleine pour avoir de l'humidité, parce que tu sais que l'humidité empêche encore plus l'évaporation de la transpiration, donc empêche de lutter contre la chaleur. Voilà, quand on va courir dehors, moi je mets dans ces conditions-là, parce que j'ai fait quand même pas mal de compétitions où il faisait très chaud. Je me suis habitué à courir avec une polaire. C'est pas l'idéal, mais ça permet d'avoir une équivalence. Voilà, c'est des solutions. Par exemple, c'est vrai que tous les athlètes qui se qualifient pour l'Ironman d'Hawaï, on sait qu'il va faire très chaud. Donc, ça fait partie des moyens de s'acclimater à la chaleur parce que voilà, c'est en octobre. Nous, en France, en octobre, dans la plupart des cas, il fait un petit peu moins chaud, donc on perd un peu nos adaptations. Donc, il faut qu'on trouve des solutions alternatives pour cela. Moi, je le vois aussi comme une autre opportunité, finalement, quand il fait chaud. Pour moi, ça va être l'occasion de m'acclimater à la chaleur avant parce que je sais le faire et finalement d'essayer de perdre moins de mes capacités que d'autres. Parce que je sais que je peux m'entraîner à la chaleur, je sais comment le faire, je sais que si je le fais, je vais gagner. Et donc, je vois pas ça finalement comme un frein, mais je vois plutôt ça comme une opportunité de me dire, finalement, moi, je peux pas courir plus vite. Ça fait des années que je m'entraîne, que je fais du fractionné. Je peux courir un peu plus vite peut-être, mais je vais pas gagner énormément. Alors qu'avec l'acclimatation à la chaleur, je vais perdre moins. Donc finalement, si une course démarre à 13h, tu seras pas de ton côté très perturbé parce que tu auras cette habitude de courir sous un soleil de plomb. Non, pas du tout. D'ailleurs, quand l'été, je vais en vacances souvent en Espagne, je m'entraîne le midi parce que ça permet aux enfants de faire la sieste et que je ne perturbe pas la vie de famille et je vais m'entraîner le midi. Bon, alors, les gens qui me connaissent pas me prennent pour un fou. Oui, c'est un peu le regard que j'aurais. Je dis, mais Fabrice, qu'est-ce qu'il fait là, aller courir en plein soleil? Voilà. Après, par contre, je m'y suis adapté progressivement. Voilà. Et là, en ce moment, dès qu'il peut, je vais m'entraîner quand il fait chaud. Mais parce que, voilà, je m'entraîne progressivement. J'ai perçu ça et je perçois bien que inutile d'aller trop vite au début. Voilà. Faut vraiment être progressif parce que c'est pas anodin non plus. Quels seraient les risques de quelqu'un qui se lancerait comme ça sur une course en pleine chaleur? Qu'est-ce que ça peut provoquer sur le corps? Alors là, c'est le regard du médecin. Qu'est-ce que tu peux observer comme pathologie et comme problème? Il y a le classique coup de chaleur.
Il y a le coup de chaleur extrême qui est l'hyperthermie maligne d'effort. Donc, c'est vraiment l'organisme qui monte en température très élevée et qui n'arrive pas à baisser. Là, on atteint des températures à plus de 40 et on n'arrive pas à baisser. Il y a le risque de déshydratation, mais finalement, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a peu de danger parce que si tu vas courir 1 heure, tu vas être déshydraté un tout petit peu. C'est pas un gros risque, hein. Et puis, tu vas compenser derrière. Au niveau cardiaque, tu demandes un travail un peu plus important, hein, parce que je te l'ai dit, tu baisses le volume sanguin, donc le cœur est obligé de travailler plus pour compenser. Donc là, tu vas avoir un risque cardiaque. Donc quelqu'un qui est en surpoids, qui n'a pas l'habitude de courir, effectivement, il faut éviter, tu ne vas pas lui faire faire. Pour s'acclimater à la chaleur, il faut déjà être entraîné avant. On est d'accord, effectivement, si tu prends quelqu'un qui ne court pas du tout de l'année, qui va aller en vacances dans le sud de la France et qui va vouloir courir le midi, là, c'est une erreur. Personnellement, c'est vrai qu'on a quand même l'impression quand on se lance sur des séances qui vont être beaucoup plus tardives, se rapprochant de la pause de midi, que le rythme cardiaque augmente quand même très très rapidement. Donc ça, tu le disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose sur lequel il faut être inquiet, c'est normal. Le moteur va pomper un petit peu plus pour pouvoir réguler, pour pouvoir ventiler finalement. Oui, c'est normal. Par contre, il ne faut pas s'inquiéter. Par contre, il faut le prendre en compte. D'accord. Et si tu fais ton footing à 11 km/h ou 12 km/h d'habitude, et là, tu le feras à 10 ou 11, mais il ne faut pas te perturber pour ça. Il ne faut pas se dire, oh là là, faut que j'aille plus vite. Non, si tu vas plus vite, tu vas être au-delà de ta zone d'endurance. Donc ça, c'est des éléments, des facteurs qu'il faut prendre en compte. Alors, on parlait justement de la déshydratation. Avant de parler de déshydratation, comment on peut, en cette période, donc avec la montée progressive de la température et l'arrivée des chaleurs, soigner son hydratation au quotidien, déjà, avant même de parler d'hydratation pendant l'effort? Qu'est-ce que l'on doit faire? Qu'est-ce que l'on peut faire pour avoir un seuil d'hydratation qui soit suffisant? Boire de l'eau, manger des fruits et des légumes parce qu'il y a pas mal d'eau dedans. Et puis voilà, ça suffit. Éviter les jus de fruits, hein, mais voilà, de l'eau, éventuellement un peu de thé si tu veux, un peu de tisane, hein, mais boire régulièrement toute la journée. Inutile de boire 3 litres. Il n'y a pas de quantité. On dit souvent 1,5 litre, mais je suis pas sûr qu'on ait vraiment une quantité. Il faut juste boire à sa soif, quoi. En fait, ton organisme est bien fait. Il sait ce dont il a besoin. Bois ce dont tu as envie de boire. Après, chez les personnes âgées, il y a une perte de la sensation de soif. Là, c'est autre chose. Il faut les forcer à boire, enfin les forcer entre guillemets, parce qu'ils perdent un peu la sensation de soif, comme ils perdent un peu la vue, ils perdent un peu l'ouïe. Et voilà, ils perdent un peu aussi la sensation de soif. Donc voilà, mais pour nous, il suffit de boire régulièrement de l'eau et ça suffit. Bon, moi, je me balade en permanence avec ma bouteille d'eau, même en classe. Donc, les élèves sont habitués. Mais il est vrai que pour en revenir à nos anciens, je crois qu'il y avait des infrastructures qui ont été mises en place avec des gobelets qui sonnent ou qui vibrent pour leur indiquer justement le moment où il faut boire. Donc, j'en suis pas encore là à perdre justement mes facultés en hydratation, mais l'eau en priorité. Est-ce que pour nos amateurs de café, il y a un côté déshydratant de les gens qui boivent trop de café? C'est la caféine, mais oui, il y avait, mais c'est très léger. Finalement, c'est pas perturbant. J'avais lu une revue, une étude il n'y a pas très longtemps là-dessus, et j'ai même un article sur mon blog là-dessus. Finalement, ça perturbe pas tant que ça, et l'effet déshydratant de la caféine n'est pas énorme aux quantités où on l'ingère. Idem pour le thé. Après les différentes adaptations, on y va donc progressivement. On parlait justement de ce risque de déshydratation. Est-ce qu'il est réel? Tu disais, si on fait une séance d'1 heure, ça va pas être énorme. Est-ce qu'on peut l'évaluer soi-même? Est-ce que ça a un intérêt de dire je vais voir combien j'ai perdu pour savoir combien je dois recharger la machine après la séance? Est-ce qu'on a un moyen de l'estimer? Alors, oui, tu peux l'estimer, tu te pèses avant, tu te pèses après, sans boire pendant ta séance, et comme ça, tu sais combien tu transpires par heure. On n'a perdu que de l'eau. Dans ces cas-là, c'est pas de la graisse. Alors, oui, on a perdu que de l'eau, un peu de minéraux, un peu de lipides, un peu d'oxygène, enfin un peu de glucides, mais principalement de l'eau. Donc, tu peux avoir une approche. Le problème, c'est que, en fait, quand tu consommes ton glycogène musculaire, tu sais, c'est la molécule de stockage du glucose dans tes muscles. D'accord? C'est une grosse molécule. Et c'est ça que tu consommes à l'effort.
chaque gramme de glycogène musculaire est stocké avec 2 ou 3 grammes d'eau. Donc, si tu perds, on va dire une bêtise, mais si tu consommes 50 grammes de glucides, tu vas perdre 50 grammes parce que tu les as consommés, plus 100 ou 150 grammes d'eau. D'accord? Donc, finalement, cette eau, c'est pas de l'eau qui t'aura déshydraté. Tu auras perdu ces 150 grammes d'eau, mais ils t'ont pas déshydraté parce que c'est pas de l'eau qui servait à l'hydratation, c'est de l'eau qui te servait à ton stockage du glycogène. Donc, finalement, une partie de l'eau que tu as perdue n'est pas celle qui correspond à la déshydratation. Donc, c'est difficile d'être très précis. Ça te donne une idée, mais c'est très précis. Et d'ailleurs, cette histoire de glycogène et de stockage d'eau, finalement, c'est ce qui fait qu'à chaque fois que tu fais une compétition, quand tu fais un marathon, par exemple, tu devrais perdre systématiquement du poids parce que tu vas éliminer de l'eau qui est stockée avec ton glycogène. Donc, quelqu'un qui finit un marathon avec le même poids que son poids de départ est hyper hydraté. Parce que finalement, il n'aura pas perdu cette eau du glycogène, c'est qu'elle se retrouve dans son sang. Donc, il est hyper hydraté. Donc, bien noter ça, c'est que finalement, il ne faut pas compenser toutes tes pertes, il faut en compenser un peu moins. D'accord? Et surtout, sur une compétition, ne jamais rester au même poids. Alors, bien sûr, tu ne cours pas avec ta balance. Mais ton but, c'est pas de rester au même poids en s'hydratant. Je suis parti à 70 kilos, je vais arriver à 70 parce que je veux pas être déshydraté. Non, au contraire, si tu arrives à 70, c'est que tu as trop d'eau, tu es trop hydraté. Par rapport à ce que tu viens d'évoquer, effectivement, la balance, tu voudrais dire que si on se pèse avant de partir, on se pèse en rentrant, s'il y a moins 500 grammes sur la balance, on va pas consommer au retour de la séance 500 grammes d'eau ou 500 millilitres en compensation. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire parce que finalement, tu n'as pas perdu ça d'hydratation. Tu as perdu ça de poids, mais pas d'hydratation. En revanche, si tu le fais après l'effort, normalement, tu vas l'éliminer, l'excès. Donc, c'est pas dramatique, mais tu n'as pas besoin absolument de te dire, voilà, il faut que je boive mes 500 millilitres parce que j'ai perdu 500 millilitres. Tu n'en as pas besoin. Tu as besoin, on va dire une bêtise, de 350, ça va te suffire. Enfin, c'est pas une bêtise d'ailleurs, c'est à peu près ça. Les 350 millilitres vont te suffire. Tu peux boire plus si tu veux, tu vas l'éliminer, mais voilà. Par contre, boire trop pendant la compétition, là, il y a un danger. Autant se déshydrater pose finalement assez peu de danger. Autant s'hyperhydrater pose plus de danger. D'accord? Et s'hyperhydrater, c'est pas si. Enfin, c'est assez fréquent finalement. Pour la déshydratation, tu as été informé, on t'a dit attention, toute déshydratation est hyper dangereuse, ça va altérer tes performances. Tu es bien au courant? Oui, exactement. Est-ce que tu connais les chiffres en avance? Alors, ce que j'ai lu et de ce que je me rappelle, c'est 1%, donc au niveau du poids de corps de déshydratation, ça baisse de 10% les performances. Et plus ça va, plus c'est exponentiel. Ouais, c'est ça. En fait, non. C'est ce qu'on disait, mais finalement, non. En fait, on s'est rendu compte de ça sur des études qui ont été faites en laboratoire où on faisait pédaler des gens, par exemple, sur un vélo, et on leur disait, voilà, il faut pédaler à 300 watts ou à 200 watts pendant 2 heures, et puis on va voir ce que ça donne. Et on les faisait se déshydrater avant. Or, tu ne déshydrates pas avant, c'est inconfortable, c'est pas dans tes habitudes. Quand tu fais du vélo, tu pédales pas tout le temps à 220 watts ou à 200 watts. Il y a des moments où ça va un peu plus haut, un peu moments où ça un peu plus vite, des moments où c'est un peu plus lent. Quand tu cours sur un tapis, quand tu cours sur la route, tu n'es pas tout le temps à 12 km/h, tu es à 13, à 12,5, à 11, sur des 100, en fonction, voilà. Et donc, c'est des situations. Et puis, autre chose, c'est que quand tu cours sur un tapis ou quand tu fais du vélo sur un trainer, tu n'as pas le vent qui te permet de te rafraîchir. D'accord? Tout ça fait que ces études, elles ont été faites dans des situations qui sont assez peu proches de la réalité du terrain. Et donc, c'est là qu'on a eu des perturbations. Il y a une méta-analyse. Alors, une méta-analyse, c'est une analyse scientifique où tu vas regrouper tous les sportifs de plusieurs études différentes qui ont fait le même type de programme et tu vas refaire les calculs avec tous ces sportifs, ce qui finalement te rend une étude beaucoup plus pertinente, beaucoup plus efficace. Donc, les méta-analyses, c'est ce qu'il y a de mieux pour étudier un sujet.
Et il y a une méta-analyse qui est sortie sur la déshydratation et qui dit que finalement, quand tu fais tester les gens dans des conditions éloignées de la réalité, comme je viens de t'en parler, tu diminues leur performance. Par contre, si tu étudies la déshydratation dans des conditions proches de la réalité, pas sur un tapis, mais en courant autour de la piste ou sur du vélo, et ben en fait, tu baisses pas les performances quand tu es déshydraté. Et que finalement, jusqu'à 3% de déshydratation, il n'y a pas de baisse des performances. Tu vois, c'est complètement différent de ce que tu pensais, et ce que je pensais avant aussi. Finalement, un peu de déshydratation ne baisse pas les performances. Alors, je te dis pas d'aller te chercher à être déshydraté, hein. Je te dis simplement, cherche pas à compenser toutes tes pertes. Et sache que un peu de déshydratation n'est pas un problème. L'avantage, par exemple, aussi, c'est que si tu te déshydrates un peu, bah, finalement, tu es un peu plus léger. Tu sais que le poids est un ennemi du coureur et qu'un ennemi du cycliste. Autre chose, je t'avais dit que souvent, on évalue la déshydratation en fonction de la perte du poids. Tout à l'heure, je t'ai parlé du glycogène musculaire. Quand tu fais un effort, tu vas éliminer de l'eau de ton glycogène musculaire. Donc, tu dois aussi avoir perdu du poids avec ça. Donc, voilà. Donc, finalement, il semblerait que la déshydratation ne soit pas un critère de baisse de performance, au moins jusqu'à 3%. Oui, parce que si je prends mon poids actuel à 80 kg, ça représenterait 2,4 kg, mais dans ces 2,4 kg, on l'a dit tout à l'heure, il y a cette part de glycogène qui stocke également de l'eau, donc j'ai pas perdu 2 litres, 2 litres et demi d'eau, donc on n'est pas sur une grosse déshydratation. Faut prendre avec des pincettes, mais quels seraient finalement, Fabrice, les signes avant-coureurs d'une déshydratation? Est-ce que quand on est en train de courir, on peut être conscient que là, ça commence à être un petit peu compliqué et qu'il serait temps de s'hydrater? Est-ce qu'il faut boire avant d'avoir soif? Alors, déjà, sache que ta soif, elle apparaît à peu près à 2% de déshydratation. D'accord? Donc, c'est pas loin finalement du seuil, je te dis, où il y a les baisses de performance. Exactement, oui. D'ailleurs, on pense aussi que la soif a un rôle dans la perception de l'effort. Est-ce qu'il faut boire avant d'avoir soif? Alors, les signes de déshydratation, ça peut être mal à la tête, ça peut être des nausées, ça peut être des vomissements, ça peut être des vertiges, c'est très varié. C'est très varié. Le problème, c'est que l'organisme, il va continuer, même si tu es déshydraté, il va quand même continuer à perdre de la transpiration parce qu'il faut qu'il lutte contre la chaleur. En fait, il n'y a pas de symptômes. Il y a plein de symptômes et il n'y a pas de symptômes discriminatifs. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il faut boire avant d'avoir soif? Non. En fait, il y a des études qui ont comparé boire avant d'avoir soif et boire à sa soif, donc boire de façon programmée ou boire à sa soif. Et en fait, boire à sa soif est tout à fait pertinent. Ça permet de se réhydrater un peu moins, c'est vrai, je crois qu'on est à 2/3 à peu près, mais c'est aussi efficace. En fait, tu peux voir ça selon la distance la durée de ta compétition. L'entraînement, à part si tu vas courir 4-5 heures, il va falloir que tu bois, mais sur 1 heure, tu n'as pas forcément besoin tu vas pas perdre suffisamment pour que ça soit un danger. Alors, pour ton confort, tu peux boire, pour tes performances, tu peux boire, mais ce n'est pas un danger. Sur une compétition, on va s'intéresser un petit peu à la performance. Donc, si tu as une compétition de moins de 1 heure, l'effort, il est intense. Donc, ça va être difficile de boire. De boire mécaniquement, parce que quand tu cours très vite, boire, c'est compliqué. Ça va être difficile pour ton organisme de l'assimiler, parce que le sang, il est redistribué vers les muscles et très peu vers le système digestif. D'accord? Et de toute façon, tu as peu de risque de te déshydrater parce que ça ne dure qu'1 heure. Donc là, boire, c'est inutile. D'accord? Par contre, si tu as envie de le faire, fais-le. Si tu as envie de te rincer la bouche avec de l'eau et de recracher, fais-le. C'est utile parce que ça va lutter contre la sensation de soif. Tu peux aussi te rincer la bouche avec des glucides. Je ne sais pas si on avait déjà parlé, mais te rincer la bouche avec des glucides, ça va améliorer tes performances. Ce qui permet justement de rappeler un petit peu le goût des glucides et de tromper un petit peu le cerveau. Voilà, ton cerveau a l'impression qu'il va arriver des glucides et qu'il peut accélérer. Donc voilà, donc sur 1 heure, c'est inutile. Sur un effort qui est long, on va parler au-delà de 2 heures, là, c'est utile de boire. Tu vas améliorer tes performances. En moins d'1 heure, si tu bois, tu peux baisser tes performances parce que tu vas perturber ton organisme. Au-delà de 2 heures, c'est intéressant. Tu peux gagner 3% de performance si tu bois suffisamment. D'accord? Première chose, ton organisme,
il est moins perturbé par l'effort parce que l'effort est moins intense, donc moins de sang dans les muscles et un peu plus de sang au niveau digestif, donc tu peux assimiler plus facilement ce que tu digères. Ensuite, l'intensité de l'effort fait que biomécaniquement, il est plus facile de boire. Et en plus, comme l'effort dure longtemps, tu as plus de risque de te déshydrater. Donc là, il est intéressant de s'hydrater bien. Et une des meilleures stratégies, ça a été testé, c'est de boire à sa soif. D'accord ? En gros, le dosage optimal, selon les études, semble être autour de 700 millilitres par heure pour un sportif de 70 kilos. Si tu veux être plus précis, c'est 0,16 millilitres par kilo et par minute. Ça te donnera des calculs à faire. Ensuite, tu as un autre type d'effort, donc c'est entre les deux, entre 1 et 2 heures. Et encore une fois, ce qui semble le plus efficace, ils ont comparé boire à sa soif et boire programmé, c'est de boire à sa soif. D'accord ? Alors là, toutes les intensités sont un peu intermédiaires, c'est pour ça que du coup, l'effort, le bénéfice est intermédiaire. Et il y a un autre type d'effort qu'on n'a pas encore abordé, c'est les fois où tu vas finalement, parce que là, on évoque les cas où tu peux avoir à boire tout le temps. Sur un ravitaillement marathon, tu as à boire tout le temps quand tu veux, finalement. Il y a les efforts où tu n'auras pas à boire suffisamment régulièrement. Donc, entre elles, tu pars avec ton sac, c'est bon. Mais par exemple, sur un swimrun ou sur des épreuves un petit peu longues, un raid, là, tu n'auras peut-être pas à boire à chaque fois. Et tu peux peut-être pas transporter ton eau à chaque fois. Donc là, il est intéressant de boire de façon programmée en prévision de ce que tu vas avoir. D'accord ? Si tu sais que finalement, tu vas avoir 10 km sans avoir de solution de boire, là, il va falloir que tu penses à boire un peu plus que ta soif pour prévoir ce qui va se passer. Donc voilà, tu as ces 4 alternatives-là. Alors c'est une adaptation en fonction finalement de la durée, de l'intensité de l'effort. Alors tu parlais de la surhydratation. J'avais entendu parler de noyade de sportifs. Est-ce que tu peux l'expliquer et en quoi ça consiste en fait ? C'est un danger réel pour le sportif, ce que tu évoquais tout à l'heure ? Alors c'est un danger réel, oui. Il y a eu des morts avec ça. Il y a eu quelques morts, il n'y en a pas énormément, mais il y en a eu quelques-uns, notamment un sur l'Ironman de Francfort, je ne me rappelle plus en quelle année, peut-être 2014 ou 2015, quelque chose comme ça. Ce qui se passe, c'est que on t'a dit qu'il fallait que tu boives régulièrement. Les marathoniens qui vont aller participer à un marathon en France, on leur a dit qu'il faut boire avant d'avoir soif. Il y a des ravitaillements partout, tous les 5 km à boire. Sur un Ironman, c'est tous les kilomètres 5. Donc finalement, tu vas t'arrêter et tu vas boire à chaque fois parce qu'on te l'a dit. Tu as bien bu avant parce qu'on t'a dit qu'il fallait être bien hydraté avant. Et ce qui se passe, c'est que tu vas diluer ton sang. Tu vas te retrouver en hyponatrémie. Alors une hyponatrémie, c'est une baisse de la concentration sanguine en sodium. Le sodium, c'est ce qu'il y a dans le sel. Le sel de table, c'est du chlorure de sodium. Avec cette perturbation de la concentration sanguine, tu crées un œdème cérébral. Et l'œdème cérébral, c'est dangereux, c'est mortel. Donc, ça arrive. Les symptômes sont les mêmes que la déshydratation, c'est-à-dire vertige, mal de tête, nausées, vomissements, troubles du comportement. Donc, c'est difficile à identifier. Surtout que souvent, on se pense à dire c'est la déshydratation, je vais les hyperhydrater. Non, au contraire. Ce qui se passe, c'est que quand tu fais un effort, donc là, tu dilues parce que tu as trop bu. En plus, ton organisme, il est perturbé. Ton débit digestif et rénal est diminué, ton débit sanguin, parce que le sang est redistribué vers les muscles, on en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a moins de filtration rénale. Donc déjà, tu perds un peu moins d'eau. En plus, ton organisme, il est adaptable à l'effort. Quand tu t'entraînes, quand tu t'exerces, il se dit, attention, je risque de me déshydrater. Et donc, il y a des sécrétions hormonales qui sont perturbées, notamment une sécrétion de l'hormone antidiurétique. Et donc, tu vas retenir cette eau. Et tu crées une hyperhydratation. Alors, il y a des facteurs de risque quand même. Il y a premier facteur de risque, c'est les efforts longs. Tu ne vas pas t'hyperhydrater sur 1 heure, tu vas t'hyperhydrater sur un marathon. Deuxième facteur de risque, c'est les gens qui vont mettre longtemps. Plus tu es lent, plus tu as de risque d'hyperhydratation. Mais il y a une notion à la fois de durée d'effort et une notion d'expérience du sportif. Ensuite, il y a une notion de taille et de poids. Les femmes s'hyperhydratent plus parce que finalement, il y a un rapport entre ce que tu es capable de boire et ce que tu es capable d'éliminer qui est plus important. Ensuite, il y a les anti-inflammatoires. Alors, les anti-inflammatoires, c'est dangereux, ça abîme l'estomac, ça abîme le système digestif, mais ça aussi perturbe le rein et ça peut favoriser la rétention d'urine.
le manque d'évacuation au niveau rénal. Donc ça, c'est des facteurs de risque et le fait de boire une boisson riche, peu riche en sodium. Donc, d'où l'intérêt des boissons de l'effort, même si boire une boisson de l'effort, ça ne résout pas tout le problème. Donc voilà, ça c'est le danger de l'hyperhydratation. Ça a été identifié en 1980 en Afrique du Sud lors du marathon des Comrades et on continue à avoir des cas régulièrement. Alors certains mettent en cause les fabricants de boissons de l'effort qui encouragent à boire beaucoup. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est qu'on a cette notion de déshydratation dangereuse pour les performances. Tiens, je voulais d'ailleurs te signaler, tu sais que Gebre Selassie, quand il a gagné le marathon de Dubaï, 2009, je crois, il était déshydraté à 9,8%. Et il met 2h05 pour faire le marathon. Donc, s'il avait ce 10% de baisse de performance pour 1% de déshydratation, tu imagines les performances qu'il ferait ? Oui, ce serait stratosphérique. Alors justement, pour des populations qui viennent de l'Est de l'Afrique, est-ce que le fait qu'ils s'entraînent à haute température, ils ont peut-être naturellement cette adaptabilité? Parce que je les vois pas forcément boire, ou du moins pas boire aussi fréquemment que nous les Européens dans ces compétitions. Alors, tu vois, l'étude dont je viens de parler pour Gebre Selassie, en fait, c'est une étude qui a pris en vidéo 14 vainqueurs de marathon. D'accord, de grands vainqueurs de marathon, donc les Jeux Olympiques, Dubaï, le marathon de Berlin, tu vois, et on s'est aperçu que finalement, ils étaient déshydratés à plus de 6% dans l'ensemble. Et en fait, ce qu'ils prenaient, c'est qu'ils étaient suivis toute la course et on regardait ce qu'ils avaient bu. Après, certains, on connaît leur taux de déshydratation horaire, donc on a fait une approximation. Alors, c'est une approximation, ça vaut ce que ça vaut, mais la plupart étaient déshydratés à plus de 6%. Ça, c'est des athlètes élites, parce qu'en fait, finalement, ils s'entraînent à la chaleur. Ils s'entraînent régulièrement, donc ils sont acclimatés à la chaleur naturellement. Voilà. Par contre, on s'est rendu compte de la même chose chez les sportifs amateurs. D'accord ? Sur Ironman, par exemple, ils ont fait c'était l'Ironman d'Afrique du Sud où ils ont pris les athlètes sur 2 années de suite et ils ont fait une courbe de rapport entre le poids perdu ou le poids gagné, enfin la différence de poids entre avant et après la course, et la performance. Et on s'est aperçu que finalement, ceux qui allaient le plus vite étaient ceux qui avaient perdu plus de poids, ceux qui allaient le plus lentement étaient ceux qui avaient perdu le moins de poids et qui avaient pris du poids. Et il y en a même un seul qui a été hospitalisé après la course et il avait pris du poids. Donc, s'il a pris du poids, c'est qu'il était hyperhydraté parce que c'est pas possible de faire autrement. D'accord ? Et ça a été reproduit aussi chez le marathonien et chez le cycliste. En fait, il y a vraiment une relation assez linéaire. Et chez le triathlète, par exemple, là sur l'Ironman, je crois que c'était le groupe le plus rapide avait perdu 3%, plus de 3% de son poids. Donc, c'est pas des signes en termes de performance qu'il faut forcément corréler entre le manque d'hydratation, donc phase de déshydratation, et la performance. Les deux peuvent finalement aller de pair. Ce que tu disais, le poids est quand même un élément fondamental pour nous les coureurs, et c'est qu'à partir de ces 3% où ça commence à devenir un petit peu critique. Et donc, si on entraîne le corps à travailler sous cette chaleur, on va pouvoir peut-être repousser finalement ce seuil de déshydratation. Alors oui, il y a des études qui ont prouvé ça. Il y a des études qui ont prouvé que, alors il n'y en a pas énormément, mais il y a des études qui ont prouvé que si tu t'entraînais un peu déshydraté, tu améliorais ta tolérance à la chaleur. Et il y a même une étude tu peux même envisager ça encore plus loin. C'est-à-dire que il y a une étude qui a montré que si tu crées des contraintes, tu vas t'améliorer. Les contraintes, c'est je m'entraîne à la chaleur. Je m'entraîne à la chaleur, ça me permet de m'améliorer en endurance, enfin, ça permet de m'améliorer en température normale et à la chaleur. Je m'entraîne parfois déshydraté, ça me permet de m'améliorer à la chaleur et en performance normale. Ça, c'est des choses que font naturellement les coureurs. Toi, tu le fais naturellement, pas aussi poussé que moi qui aime m'entraîner à la chaleur, mais tu le fais naturellement, déjà, ça améliore tes capacités. Après, il y a un autre problème, c'est que quand tu cours, tu casses de la fibre musculaire. D'accord ? Quand tu fais un marathon, tu vas avoir des courbatures à la fin parce que tu as cassé de la fibre musculaire. Tu crées une inflammation parce qu'il va falloir réparer ça. Et ce qui te fait mal, entre autres, c'est l'inflammation. L'inflammation, quand tu as de la fièvre,
c'est à cause des molécules inflammatoires. Donc, tu crées, quand tu cours et que tu casses la fibre musculaire, un surplus de chaleur. D'accord ? Il y a une étude qui a prouvé que si tu t'entraînais à casser tes fibres musculaires avant, tu avais moins d'inflammation quand tu courais après et tu avais un stress thermique un peu moins élevé. Donc, finalement, en t'entraînant, en faisant un peu de musculation, tu vas pouvoir améliorer tes capacités quand il fait chaud. Donc, tu vois, tout est lié, c'est ce qu'on appelle des adaptations croisées. Et voilà, il faut envisager tout ça vraiment dans sa globalité et tu as plein de moyens d'agir. Tu vois, s'entraîner à la chaleur, faire de la musculation, s'entraîner partiellement déshydraté. C'est 3 solutions qui te permettent d'améliorer tes capacités quand il fait chaud. Alors, tu l'évoquais, Fabrice, tout à l'heure, le sodium. Est-ce que dans les rations d'hydratation, ce que l'on va prendre soit après l'effort, soit pendant l'effort s'il est relativement long, est-ce qu'il faut avoir justement, et ça c'était une question de Diane, qui demandait s'il fallait avoir des apports en sodium plus qu'une eau, on va dire, basique. Est-ce que c'est important de compléter nos rations hydriques par finalement ce sodium ? Alors, dans la plupart des cas, en dehors de l'effort, non, parce que finalement, on mange déjà trop de sodium. Donc, ça, c'est pour la majorité des gens. Tu n'as pas besoin de compléter parce que tu en as suffisamment dans ton alimentation. Par contre, durant l'effort, c'est intéressant de compléter. Et c'est intéressant d'avoir une boisson de l'effort qui contient du sodium, des glucides et de l'eau, bien sûr, un peu d'autres minéraux. Mais le sodium a l'avantage de faciliter l'assimilation du glucose aussi. Donc, ta boisson, tu vas l'assimiler mieux. Et les deux, ça permet d'avoir une meilleure hydratation. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pour s'hydrater, il faut de l'eau et du sodium. Si tu as que de l'eau, tu vas l'éliminer et tu vas pas la conserver. Donc oui, durant l'effort, c'est intéressant d'avoir les deux. Et d'où l'intérêt des boissons de l'effort. Ou si tu veux faire ta boisson de l'effort à toi, tu peux diluer un peu de jus de raisin, par exemple, avec une petite pincée de sel et de l'eau. C'est, je crois, un tiers de jus de raisin, 2 tiers d'eau et une petite pincée de sel. Ça te permet d'avoir une boisson facile à trouver, facile à faire. Mais oui, c'est important. Par contre, en dehors de l'effort, dans la plupart des cas, sauf si tu vas courir toute la journée, dans la plupart des cas, c'est pas indispensable de rajouter du sodium. On en a déjà assez. Par contre, les autres minéraux peuvent être intéressants. Par exemple, du magnésium, c'est plus intéressant. Ça permet pas de s'hydrater, mais c'est intéressant pour la santé. Alors le magnésium, tu vois, j'entendais une personne à la pharmacie la semaine dernière qui disait est-ce que vous auriez quelque chose contre les crampes ? Et la pharmacienne lui dit est-ce que vous prenez du magnésium ? Est-ce qu'il y a un lien entre la survenue de crampes et l'apport en magnésium ? Alors, le magnésium, le calcium, ils servent à faire fonctionner nos membranes cellulaires. Donc, ils servent à l'excitabilité musculaire. Or, on sait que les crampes, c'est une hyperexcitabilité. Donc, logiquement, oui. En pratique, on ne l'a pas démontré. Les études scientifiques n'ont pas démontré de rapport entre les crampes à l'effort et l'hydratation ou le déficit en sodium ou le déficit en magnésium ou le déficit en calcium. Ça n'a pas été prouvé dans les études. Actuellement, on pense que les crampes à l'effort sont surtout dues à la fatigue neuromusculaire. D'accord ? En fait, ce qui se passe, c'est que quand les crampes apparaissent, en général, c'est en compétition, c'est que tu as fait un effort au-delà de ce dont tu as l'habitude, très intense et prolongé. Mais pour l'instant, il n'y a pas été identifié de déficit en magnésium, en sodium ou en calcium. Il semble logique que ça y participe, vu la physiologie, mais ça n'a pas été identifié. Et la déshydratation n'a pas non plus été identifiée comme un facteur de crampe. Donc, la principale raison pour les crampes, actuellement, c'est la fatigue neuromusculaire excessive par rapport à ce dont on a l'habitude. Donc, le meilleur moyen de lutter, c'est de s'entraîner comme il faut et de s'approcher de ce qu'on va faire. Alors, si tu fais un ultra, je ne te demande pas d'aller courir un ultra avant ça, mais voilà, il faut vraiment s'approcher. Mais a priori, ce n'est pas la déshydratation ni un manque de minéraux. Par contre, bien entendu, il faut que tu aies le plein de ces minéraux dans ta journée avant tes compétitions. Et idéalement, si tu peux trouver un peu de magnésium dans ta boisson de l'effort, c'est plutôt pas mal aussi. Alors le magnésium, est-ce qu'on le trouve dans les aliments, dans l'alimentation, on va dire, que l'on va avoir au quotidien, ou est-ce qu'il faut complémenter ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut consommer en parallèle de son alimentation, ou est-ce que c'est déjà présent naturellement dans notre assiette ? Alors, c'est déjà présent naturellement dans notre assiette. Alors, les végétaux, les fruits, les légumes, les noix, les amandes, les céréales complètes, tout ça, il y a du magnésium. Par contre, c'est vrai que souvent, notre apport en magnésium dans la majorité des Français est pas suffisant. Donc, tu peux te compléter en magnésium.
Tu peux aussi en trouver dans les eaux. Certaines eaux sont riches en magnésium. Voilà. Par contre, sache que dans les céréales complètes, il y a des antinutriments qui t'empêchent l'assimilation du magnésium. Donc, oui, c'est bien de se compléter parce qu'on sait qu'il y a des manques, mais tu peux le trouver dans l'alimentation. Alors, on m'avait indiqué justement là une préférence pour le magnésium marin. Est-ce que c'est vrai ou c'est encore là une croyance populaire? Je crois que c'est pas celui qui est le mieux assimilé. Il y en a d'autres qui sont mieux assimilés. En fait, il y a plein de formes de magnésium. Il y en a quelques-unes qui sont mieux assimilées que les autres. Faut trouver ça. Moi, j'ai plusieurs marques que j'utilise s'il y a besoin. Bon, les gens feront appel à toi s'ils ont besoin. Ouais, parce que je peux pas donner des marques comme ça. Alors, au niveau de la tenue, Fabrice, alors toi, c'est la polaire et le pantalon en Espagne Voilà, occasionnellement. Est-ce qu'il y a des conseils justement pour avoir une tenue qui soit adaptée à la chaleur? Moi, vu ce que j'ai sur la tête, est-ce que la casquette, c'est indispensable? C'est mieux de te protéger, oui, quand il fait chaud, moi je mets une casquette. C'est mieux d'avoir du blanc plutôt que du noir. Du noir, tu le sais. C'est mieux d'avoir quelque chose où finalement tu peux laisser la transpiration s'évaporer. C'est mieux d'éviter il faut que ta transpiration s'évapore. Je te l'ai dit en début de podcast, il faut vraiment que la transpiration s'évapore. Donc si tu t'essuies en permanence et que tu laisses pas le temps à la transpiration de s'évaporer, tu vas perdre moins de chaleur. Donc voilà, vêtements courts, légers, se protéger, parce qu'il y a deux choses. Il y a le soleil et la chaleur, c'est pas tout à fait la même chose. Plus il va faire chaud, plus ça va être difficile. Plus ça va être humide, plus ça va être difficile d'évacuer la chaleur. Après, il y a des solutions alternatives. C'est-à-dire que j'ai fait l'Ironman du Texas, qui est au printemps, avril, mai, je ne sais plus exactement. Quand tu viens de France et qu'il fait 35 degrés, en avril, tu n'es pas acclimaté à la chaleur. Donc là, je n'y étais pas. C'est à partir de là que j'ai commencé à m'y intéresser. Et je me suis retrouvé sur Ironman, donc au 3e kilomètre, au début du marathon, en me disant wow, j'avais des vertiges. Je me suis rendu compte que je supportais mal la chaleur et je me suis dit comment je vais faire. Et finalement, dans ma tenue de triathlète, j'ai un haut que j'ai un peu plié, et j'ai des poches et j'ai mis des glaçons partout. Et ça m'a fait du bien. Et donc, tous les kilomètres 5, je mettais des glaçons. Voilà, ça, c'est une solution qui fait du bien. Se rincer, c'est une solution qui fait du bien. Sauf que le problème de se rincer, c'est que après, tu as de l'eau plein les chaussures. Et là, tu fais des crampes. C'est pour ça que je m'habitue à courir pieds nus dans mes chaussures. Comme ça, tu mouilles pas les chaussettes, t'en as pas. Et moi, quand je fais un marathon l'été qui fait chaud, je mets des chaussures sans chaussettes justement pour éviter ça, parce que je sais que je pourrais me rincer sans avoir les pieds trempés. En tout cas, ça séchera plus vite. Voilà, c'est les solutions qui te permettent de t'hydrater. Après, du coup, il faut boire quand tu as soif. Alors moi, je m'adapte. Je fais plus d'Ironman que de marathon. Donc nous, sur Ironman, souvent, on a de l'hydratation disponible tous les kilomètres 5. Quand il fait très chaud, je m'hydrate tous les kilomètres 5 parce que j'en ai besoin. Quand il fait un peu moins chaud, je zappe un ou deux ravitaillements parce que je sais que j'en ai pas besoin. Et donc, je bois tous les 2 ou 3 ravitaillements parce que je sais que j'ai pas besoin de ça. Alors que tu vois beaucoup de triathlètes qui s'arrêtent à chaque fois. Du coup, tu gagnes du temps aussi. Voilà, mais par exemple, le coup des glaçons, moi, je sais qu'à chaque fois, je mets une tenue où j'aurai des poches pour pouvoir mettre des glaçons. Tu peux en mettre sous la casquette aussi, toi qui mets une casquette. Sur l'Ironman d'Hawaï, j'avais des glaçons dans la casquette. La petite éponge qu'est-ce qu'elle fait, cette éponge, sur cette zone de la nuque là? Il y a des terminaisons nerveuses qui font qu'on a l'impression d'avoir le thermomètre qui redescend assez rapidement avec un passage d'éponge fraîche sur cette zone-là. C'est une zone sensible, et puis en plus, c'est une zone où il y a pas mal de circulation. Donc oui, tu poses directement du froid dessus. Donc il y a la sensation de froid avec les nerfs qui perçoivent, mais il y a aussi le vrai froid que ton organisme, tu refroidis vraiment ton organisme. En plus, tu es proche du cerveau, où c'est là il y a les capteurs de la chaleur. Donc finalement, tu leur donnes l'information plus rapidement. Mais bon, si tu as remarqué, quand tu mets une éponge là, elle vient vite chaude, hein, et puis c'est assez bref. Oui. L'avantage des glaçons que tu mets moi je les mets dans le dos, j'ai des poches dans le dos. L'avantage, c'est que ça reste assez longtemps, en fait. Faut trouver toutes ces petites solutions qui te permettent de te rafraîchir quand même. Et quand au niveau de la transpiration, alors je m'aperçois quand je rentre de courir, on a l'impression d'être complètement, alors c'est pas des plaques, mais tu vois des choses qui sont restées sur le front. C'est quoi? C'est du sel? C'est les minéraux qui sont ressortis? C'est les minéraux. En fait, ta transpiration, c'est dans les glandes sudoripare, tu produis
Donc, il y a de l'eau et des minéraux, notamment du sodium. Donc, c'est ce qui fait que tu déshydrates, c'est que tu perds ton sodium dans la transpiration. Par contre, comme je te l'ai dit, si tu t'entraînes, dans ta transpiration, elle sera plus précoce. Donc, c'est-à-dire que Gebre Selassie, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, il transpire plus tôt que toi. Donc, toi, tu vas le mettre au mode 10 minutes. Et lui, en 5 minutes, il commence à transpirer. Il transpire à une température plus basse que toi. D'accord? Donc, toi, tu vas transpirer quand tu vas atteindre, je dis une bêtise, 1,38 m. Et lui, ça va être à 37,5. Et il transpire plus abondamment, donc plus d'eau et moins de sodium. Parce que, en fait, ces glandes sudoripares se sont habituées et récupèrent plus de sodium. Donc, c'est ce qui fait que sa transpiration, elle est plus efficace que la tienne. Donc, voilà, logiquement, si tu faisais un test, au début, c'est du sodium, et puis après, tu en as un peu moins, et puis tu devrais en avoir un peu moins. C'est difficile à évaluer, mais c'est la théorie. Et il existe des personnes qui ne transpirent pas? Est-ce que ça, c'est déjà fréquent ou ça, c'est impossible? Tout le monde doit forcément transpirer, mais alors peut-être à des niveaux de température différentes. Oui, à ma connaissance, tout le monde transpire. J'ai pas de. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une maladie de gens qui transpirent pas? Oui, tu fais chez les enfants qui ont la mucoviscidose, tu fais un test à la sueur. J'imagine oui, qu'il doit y avoir des gens qui transpirent pas, mais c'est un vrai problème. Non, on transpire tous. Mais c'est une des adaptations qui fait que nous sommes humains. Par exemple, je sais pas si tu connais la chasse à l'épuisement. En fait, on s'est rendu compte sur certaines des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs qu'il y avait une technique de chasse. Et cette technique de chasse, c'était qu'ils chassent en Afrique. Ils chassent des animaux plus rapides qu'eux, plus gros. Et ils arrivent à les avoir à l'épuisement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils les suivent. Et eux, ils courent en endurance. D'accord? Nous, on sait courir en endurance. Un animal, ça marche ou ça court vite. À part quelques animaux, mais la plupart, ils marchent ou courent vite. Donc, l'animal, tu le chasses, les humains arrivent, ils lui font peur, il part en courant à fond. Son corps chauffe, il s'arrête parce qu'il ne peut pas aller plus loin. Nous, on continue tranquillement. En plus, on sait boire à l'entraînement. Enfin, on sait boire, on sait transpirer. Donc, on sait mieux éliminer la chaleur. Notre organisme monte moins en température. On se rapproche. L'animal a peur. Il s'échappe. Il remonte encore très haut en température. Nous, on est capable de gérer mieux. Ça se fait à midi, ça. Et on continue comme ça. Et finalement, au bout d'un moment, les humains arrivent à épuiser totalement l'animal et ils peuvent le tuer en s'approchant de lui parce qu'ils l'ont fait monter très haut en température, alors que nous, on a su rester modéré en température parce que notre corps est capable d'éliminer la chaleur plus que la plupart des animaux grâce à la transpiration. Donc voilà, transpirer, c'est une des adaptations qui font que nous sommes humains. Il n'y a pas que la marche à 2 pieds, il n'y a pas que l'intelligence, il y a aussi ça qui nous distingue du reste du monde animal. Et l'autre chose, c'est qu'on est capable de courir en endurance. Et que finalement, il y a peu d'animaux qui savent courir en endurance. On est les spécialistes de l'endurance. Donc ça fait partie finalement du gros de nos entraînements. Le fait d'être en endurance, on peut justement continuer à courir pendant des heures sans atteindre cet épuisement que l'animal, lui, peut avoir. Voilà, c'est notre spécificité. Nous sommes les champions de l'endurance. Il y a très peu d'animaux. Je crois qu'il y a le chien. Il y a très peu d'animaux qui sont capables d'endurance. D'ailleurs, c'est aussi en endurance qu'on sécrète les endocannabinoïdes qui font qu'on est bien. Quand on fait du sport, c'est sécrété en endurance. C'est pas sécrété quand on va trop vite, c'est pas sécrété quand on va trop lentement, c'est sécrété en endurance au bout d'un certain temps. Donc c'est peut-être que finalement, si on est parmi les seuls animaux à sécréter ça en endurance, c'est que c'est vraiment notre domaine. Alors, pour conclure, Fabrice, c'était le moment post-séance. En termes de récupération, on voit beaucoup de personnes qui sont adeptes de la douche froide de la séance de l'après-séance. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que c'est bénéfique de passer la pommette de douche sur les jambes pour les rafraîchir un petit peu avec le robinet d'eau froide? Est-ce qu'il y a un intérêt? Alors, c'est assez polémique. En fait, les opinions sont partagées là-dessus. Sur le froid, parce que tu as aussi la bassine de froid, tu as aussi le grand froid. En fait, le froid va te permettre effectivement de récupérer un petit peu plus vite au niveau sensation. Le problème, c'est que le froid, si tu mets un froid intense, alors sur la douche, tu n'auras pas de problème, tu vas récupérer un peu plus vite. Par contre, attention au choc thermique. Si tu te mets ça sur la tête alors qu'il faisait 40 degrés, tu risques d'avoir un choc thermique, donc il faut faire attention. Donc, vaut mieux attendre un petit peu avant de prendre la douche quand même. Et le grand froid, le froid extrême dans les bassines avec des glaçons, c'est anti-inflammatoire, donc c'est un intérêt, tu vas être soulagé et tout. Mais l'inflammation, c'est aussi ce qui te permet
progresser un peu parce que c'est là que tu te reconstruis. Donc, c'est vrai que maintenant, on sait qu'il faut éviter les anti-inflammatoires extrêmes. Alors, extrêmes, dans le sens où pas toujours donner trop d'anti-inflammatoires, que ça soit un anti-inflammatoire médicament ou trop de froid. Mais par contre, oui, au niveau sensation, c'est un avantage. Alors, ça dépend de ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux progresser? Dans ce cas-là, il faut que tu laisses un petit peu d'inflammation pour que ça se répare bien. Est-ce que tu veux juste récupérer et sentir mieux? Alors, le froid va te faire un peu de bien. C'est un peu pour simplifier. Oui. Et en combien de temps, finalement, après une séance, le corps va retrouver sa température, on va dire, initiale? Tu disais un petit délai entre la séance et la douche pour éviter le choc thermique, mais on revient rapidement à la normale après une séance de course à pied ou de sport généralement effectué sous la chaleur? Ça va dépendre des températures extérieures. Parce que plus il fait chaud, plus tu vas avoir du mal à redescendre, mais tu t'en rends bien compte. Quand tu rentres d'un entraînement en hiver, tu vas arrêter de transpirer assez rapidement. Quand tu rentres d'un entraînement l'été, si tu as bien poussé, tu vas redescendre un peu plus bas. Ça dépend de ta température initiale. Si tu fais un entraînement très intense, tu te rends bien compte que tu vas mettre plus de temps à arrêter de transpirer. Et que si tu fais un entraînement en endurance, tranquille, tu redescends plus vite. Donc, c'est assez variable. Ça varie d'une personne à l'autre aussi. Ça varie de tout ça. Si tu veux te rendre compte, moi, je me fie sur ma transpiration. En fait, je prends pas parfois, je pense que ça t'est déjà arrivé. Moi, j'attends toujours avant de prendre ma douche parce que parfois, tu rentres, si tu prends ta douche tout de suite, tu vas continuer à transpirer après. Je m'en suis déjà rendu compte devant partir travailler juste après ma séance et la douche est prise et je continue à transpirer. Donc, signe que le corps n'était pas encore revenu à sa température initiale. Voilà. Alors, par contre, si tu prends une douche fraîche à ce moment-là, effectivement, ça va t'aider à redescendre un petit peu, mais la douche va pas redescendre énormément ta température corporelle parce que tu sais que le contact n'est pas assez prolongé, assez long et assez intense. Si tu prends un bain, ça sera plus rapide. Mais bon, avec modération. Bon, alors avec tous ces conseils, je vais te laisser, Fabrice, quelques instants pour résumer tout ce qu'on a dit de façon très pratique pour les auditeurs. C'était un épisode vraiment vraiment concret pour que on puisse affronter sereinement l'été. Alors, quels seraient les trois, quatre conseils pour bien passer cette période estivale? Alors, premièrement, la chaleur est un problème et il faut le prendre en compte. Vos performances sont diminuées. C'est normal, ne vous perturbez pas pour ça. Par contre, ne fuyez pas la chaleur, profitez-en, prenez ça comme une opportunité pour vous entraîner occasionnellement. Faites-le progressivement. Ne soyez pas gourmand, commencez par 30 minutes, voyez comment ça se passe. Deuxièmement, entraînez-vous régulièrement à la chaleur, c'est ce qui va vous permettre de vous acclimater à la chaleur. Au moins 7 séances, c'est ce qui permet d'avoir une certaine adaptation. Hydratez-vous à l'entraînement quand il fait chaud, avec une boisson de l'effort où il y a du sodium dedans et un peu de glucose, vous serez plus efficace. Et au niveau des compétitions, si ça dure moins d'1 heure, pas besoin de vous hydrater. Entre 1 et 2 heures, hydratez-vous à votre soif. Au-delà, pensez à boire un peu plus, mais vous hydratez à votre soif, ça suffit. Surtout, évitez de vous hyperhydrater. Non, ne buvez pas trop. Écoutez votre soif. La déshydratation n'est pas si dangereuse que ça pour les performances. Par contre, ne cherchez pas à vous déshydrater volontairement. Acceptez un peu de déshydratation, 2-3%, mais ne cherchez pas à vous déshydrater. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Avec ça, on est pas mal. Je pense qu'on est paré pour affronter l'été en ce 21 juin, date de l'enregistrement de l'épisode. Sur quelle plateforme, Fabrice, les auditeurs vont pouvoir retrouver tous ces conseils et l'ensemble de tes publications autour de l'alimentation également? Alors, j'ai sur mon blog, il y a quelques articles sur l'alimentation. Il y a quelques articles sur la chaleur aussi parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, c'est le blog chez mon éditeur, Thierry Soucard. L'entraînement à la chaleur, j'en parlais un peu dans Paléophyte parce que c'est un domaine hautement humain dont je t'ai parlé. J'ai participé à un documentaire aussi là-dessus sur Planète Plus. C'était une série de documentaires qui s'appelle 100 jours. Et puis voilà. Fabrice, un grand merci. Je vais te souhaiter de bonnes vacances en Espagne avec ta polaire et ton pantalon. Ouais, je ne l'emmène pas en Espagne, c'est quand je le fais à la maison. Un grand merci en tout cas pour tes conseils et pour ce deuxième passage, encore plein de conseils vraiment pratiques pour nous les auditeurs et les coureurs. Donc, je te remercie encore une nouvelle fois, Fabrice. Merci de ton invitation. C'est toujours un bon moment à partager avec toi et puis à partager avec les auditeurs.
Eh bien écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, mais en attendant, profitez de ce début d'été pour courir et vous adapter. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.